Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario, pour une dernière fois cette saison. Ouais, dernière de la saison. Et ça faisait des semaines, des mois que ça traînait. Oui, Israël, guerre avec le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, mais il y avait toujours cette idée qu'un jour on pourrait aller frapper l'Iran, le développement nucléaire, de sites nucléaires en Iran. Mais là, c'est arrivé hier et tout le monde se demande qu'est-ce qu'on vient de déclencher. Je disais plutôt le baril de pétrole a augmenté de quasiment 10% là, depuis 24 heures. Oui. Ça s'est un peu rétabli d'ailleurs, cette augmentation du baril de pétrole qui est un peu le baromètre des tensions dans la région. Je pense que c'était à plus 6%, mais il avait déjà augmenté cette semaine, ce qui fait évidemment l'affaire de nos amis albertains parce que ça a un impact aussi sur le cours du baril de pétrole canadien. C'était télégraphié depuis quelques jours. Tu le sais, parce que tous les matins, je t'envoie mes suggestions de sujets, puis je disais toujours, il faut qu'on parle d'Iran, il va se passer quelque chose. D'abord parce que les Américains nous faisaient comprendre depuis 72 heures que c'était du sérieux. Quand il y a des ordres qui sont donnés aux familles des militaires américains déployés à Oman, en Irak et ailleurs au Proche-Orient, c'est parce qu'on redoute qu'il va se passer quelque chose. On peut présumer que c'est une partie du bluff, par exemple que l'administration aurait voulu montrer aux Iraniens, avec lesquels ils négocient, qu'ils retirent le personnel non essentiel parce qu'ils pourraient, eux, les Américains, choisir d'intervenir. Mais franchement, c'est un bluff qui coûte cher, qui est difficile et qui a de l'impact. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on voyait clairement que M. Trump n'avait pas réussi à convaincre Benjamin Netanyahou de retenir ses effets. Les Israéliens perçoivent le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle. On peut le comprendre. Il suffirait d'une bombe atomique sur le micro-pays qu'est Israël. C'est un timbre-poste pour que s'efface une bonne partie de l'histoire. Je ne dis pas que les Iraniens le feraient, mais ils sont, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, plus près d'avoir l'ingrédient essentiel qu'ils ne l'ont jamais été. On parle d'uranium enrichi, plus de 400 kilos, qui serait suffisant à faire, selon les experts, entre 10 et 15 charges nucléaires qui pourraient être montées à bord de missiles que l'on sait que les Iraniens ont. C'est une technologie qu'ils maîtrisent. Donc, on pouvait imaginer que tout ça se profilait à l'horizon. Tout à l'heure, tu as bien fait de dire, on a parlé d'Israël et du Hamas, Israël et le Hezbollah, Israël et les Houthis, parce que qu'est-ce qui est derrière toutes ces milices? Toujours l'Iran, oui. Exactement, qui est le commanditaire, dont ce sont les bras armés capables de faire pression sur l'ennemi qu'est Israël. Au cours des derniers mois, on l'a vu, Israël s'est occupé de ses ennemis. Les plus réfractaires et difficiles à joindre, c'est les Houthis qui continuent à être capables de frapper sur le territoire israélien, même après les frappes très punitives de l'armée américaine, qui a obtenu en échange le libre passage des bateaux américains dans la région, en mer Rouge, mais qui pour autant n'a pas arrêté d'attaquer Israël. Et là, c'est le gros coup. On abat les cartes et on attaque. Plus de 200 avions israéliens, des dizaines, sinon une centaine de cibles. Et ce qu'on constate, c'est deux affaires. Les Israéliens sont maîtres du ciel. Les Iraniens ne contrôlent pas leur espace aérien. Et par ailleurs, sur le terrain, les services de renseignement et les services spéciaux israéliens ont en Iran beaucoup de latitude pour opérer parce qu'on a synchronisé les opérations aériennes pour essayer de détruire la capacité d'enrichissement des Iraniens, mais on a aussi éliminé des têtes du haut commandement iranien, à commencer par le général Salami, qui est le patron des gardes révolutionnaires, le corps d'élite de l'armée iranienne, mais aussi des scientifiques liés au programme. Un peu ces éliminations synchronisées aujourd'hui, extrêmement chirurgicales. Hein? C'est d'une précision. Alors, s'il y en a un qui loge dans l'appartement 22B, tu peux être à peu près certain que le 22C a entendu une détonation, mais que les bibelots n'ont pas bougé. Ils sont capables de faire ça. Ce qui pose des questions sur leur manière d'intervenir à Gaza. Mais ils l'ont fait avec une précision chirurgicale. Ils décapitent, comme ils l'avaient fait en juillet dernier,
avec Ismaël Haniyeh, un leader du Hamas, le jour où le nouveau président iranien était investi dans ses fonctions, dans un compound qui appartient aux gardes révolutionnaires protégés et où on présume que les Israéliens avaient déposé une charge explosive des semaines, sinon des mois en avance. Je dis bien on présume, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe exactement, mais sachant qu'un jour, ils pourraient atteindre leur cible. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ça peut nous rappeler d'ailleurs les opérations super synchronisées des téléavertisseurs, les pagettes, des talkie-walkies explosifs contre les leaders et les soldats du Hamas au Liban. Même opération aujourd'hui, avec une question, point d'interrogation. Est-ce que les Israéliens, par-delà la fumée et tout ce que c'est spectaculaire, ont vraiment anéanti ce potentiel nucléaire des Iraniens? Parce que les Iraniens attendaient l'attaque. Les principaux outils de recherche et de développement sont enfouis profondément. C'est ce que j'allais dire. Devait être quelques étages sous terre, hein? Exactement. On est à des dizaines de mètres. Alors, sans nul doute, ça va ralentir, ça va contrarier. C'est surtout terriblement humiliant pour le pouvoir iranien de voir que les Israéliens sont capables d'agir avec une pareille impunité, qu'ils sont quasiment souverains sur un territoire qui n'est pas le leur. Alors, ils ont répondu, les Iraniens. Mais il y aurait une centaine de drones qui sont partis pour frapper. L'Iran, évidemment, n'a pas les moyens de ne pas réagir. Et on s'entend qu'il y a, dans le meilleur des cas, 1800 kilomètres entre l'Iran et Israël. Les drones, je ne dirais pas que c'est poussif, mais tu sais, ça avance. C'est un peu comme au charbon, là. T'es vois venir. Et la dernière fois que l'Iran avait choisi de répliquer de façon puissante, en avril de l'année 2024, après l'attaque de leur consulat, tu t'en souviens, le 1er avril à Damas, les Israéliens avaient bombardé le consulat en Syrie, consulat iranien, pour tuer justement des militaires. Et les Iraniens, évidemment, c'est une attaque, avaient choisi de répondre, mais ces 400 quelques drones qui avaient été envoyés en direction d'Israël, c'était un peu une mise en scène. C'est-à-dire que tout le monde savait qu'ils seraient pour l'essentiel abattus. Ça permettait aux Iraniens de sauver la face et d'éviter une escalade, puisque les Israéliens n'ont pas été profondément touchés. Et on peut penser qu'en coulisses, les Américains avaient négocié d'une certaine façon avec les Iraniens pour dire « on comprend, vous devez riposter, vous devez faire quelque chose, mais peut-on trouver une solution ?» Alors, c'est pas comme ça que ça se passe, mais le résultat est semblable. Peut-on trouver une solution où vous sauvez la face, puis on évite que les Israéliens rajoutent une couche derrière? C'est ce qui s'était passé. On a aussi compris depuis qu'ils ont des missiles supersoniques, les Iraniens, capables de traverser le fameux dôme de fer qui protège Israël. Alors, c'est toujours imparfait du point de vue des Iraniens, mais ils ont touché une base israélienne il y a quelques mois. Est-ce qu'ils ont en réserve ce potentiel de missiles hypersoniques qui pourrait frapper aujourd'hui, demain, après-demain, Israël et faire beaucoup plus mal? C'est une possibilité. Et quelle serait alors la réponse des Israéliens? Et est-ce qu'ils n'attendent que le prétexte pour en rajouter une couche? Alors, je veux dire quelque chose d'énormissime, et c'est pas que je le pense, mais on ne peut pas ne pas réfléchir. Quel est le seul réel moyen? Puis peut-être que des experts militaires plus compétents que moi auront une opinion divergente, mais les fameuses bombes traditionnelles puissantes, capables de pénétrer sous terre et d'exploser ensuite, qu'ils ont utilisées d'ailleurs contre le leader du Hamas à Beyrouth, qui était caché sous un édifice profondément, genre au 4e sous-sol. Et ils l'ont eu. Et pour s'attaquer en profondeur au programme iranien, est-ce qu'il y a autre chose qu'une arme nucléaire tactique, une petite bombe atomique? Est-ce qu'un jour, on peut imaginer on sait que les Israéliens, même si officiellement, ils disent ne pas avoir l'arme atomique, c'est le genre d'outil qu'ils ont. Alors, je répète, c'est très important, parce que personne ne parlera jamais très ouvertement de ces choses. Est-ce que c'est un scénario envisageable, improbable, mais de ne pas y penser, et dans un contexte, par exemple, où les Iraniens répliqueraient, feraient mal à Israël, donnerait l'impression justement que leur capacité balistique de missiles permet plus précisément que jamais on n'avait imaginé de frapper Israël.
est-ce qu'il pourrait dire, écoutez, nous, on n'a rien à perdre, parce que force est de constater qu'il n'y a pas un président américain capable de contraindre les Israéliens. Donald Trump, cette semaine, j'en suis convaincu, a demandé à Netanyahou d'attendre que la ronde de négociation qui était prévue pour dimanche, au minimum, ait lieu. À répétition, l'an dernier, M. Biden, sur la question de Gaza, a tracé des lignes rouges en disant à Netanyahou, vous ne traversez pas cette ligne rouge. M. Netanyahou et son gouvernement l'ont fait. Rien écouté. Exactement. Et du point de vue des Israéliens, c'est leur existence, estime-t-il, qui est en jeu. C'est une menace, donc, existentielle. Ils se disent, est-ce qu'on va laisser à quelqu'un d'autre que nous le soin de décider ce qui est nécessaire? Puis évidemment, on parlera de l'histoire du peuple juif dans les circonstances où ils sont arrivés à la conclusion, assez justement, que quand il y a une menace existentielle, on ne donne pas à d'autres le soin de riposter. On s'occupe de nos affaires. Alors, avec les risques d'escalade, avec les risques de dérapage, et ce matin, je me posais la question au réveil en voyant tout ça, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, il y a des conditions qui justifient qu'une pareille arme tactique, petite bombe atomique, serve pour vraiment castrer le potentiel nucléaire des Iraniens, avec les conséquences qu'on peut utiliser une petite tête nucléaire pour empêcher le potentiel nucléaire de l'autre. Ce serait quand même quelque chose. Stéphane, pour cette belle saison, merci beaucoup. Ça a été un bonheur de te parler. Instructif aussi de te parler cette heure-ci chaque matin. Puis on reprend ça à la fin de l'été. Ça sera avec plaisir. Et dois-je te dire que quand je suis allé au lit hier soir, j'espérais que la dernière chronique soit pas celle d'un champignon atomique ou de ces scénarios les plus catastrophiques, parce qu'il y a aussi de belles choses qui se passent dans le monde. Oui. Malheureusement, on n'en parle pas souvent. Alors, c'est raté pour notre sortie. Espérons qu'en août prochain, si on se reparle, que ça soit plus joyeux. Hey, merci, bon été.